Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Il y a des parcours qui agissent comme des boussoles, des trajectoires qui, à force d'embrasser l'immensité du monde, finissent par nous ramener à l'essentiel, la compréhension de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'un des intellectuels les plus éminents de notre temps, un philosophe, un homme qui refuse les enclos de l'esprit. Né sur les rives de Saint-Louis du Sénégal, il a compris très tôt que l'identité n'est pas un ancrage qui emprisonne, mais un horizon qui libère. Il est aujourd'hui l'une des voix les plus influentes de l'université Columbia, New York. Souleymane Bachir Diagne a su tracer une voie singulière, une voie où la rigueur de la logique mathématique dialogue dans une harmonie parfaite avec la poésie mystique des soufis. Souleymane Bachir Diagne est un éveilleur. En réveillant l'encre des savants africains et en dialoguant avec les plus grands textes de la modernité, il nous rappelle avec force que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais l'un de ses laboratoires de pensée les plus fertiles, un véritable continent de concepts. Pour lui, l'islam n'est pas une tradition figée sous la poussière du temps, c'est une marche constante vers le sens. Il nous enseigne qu'être soi-même, c'est d'abord avoir le courage et la générosité de traduire l'autre. Nous allons remonter le fil de son histoire, de l'école coranique aux amphis de la Sorbonne, des manuscrits de Tombouctou aux enjeux de l'intelligence artificielle. Nous recevons un nomade de l'esprit qui réconcilie la raison et la foi avec une élégance rare. Souleymane Bachir Diagne, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va à votre rencontre. Aujourd'hui, vous êtes, comme je le disais, un intellectuel éminent de notre temps, un philosophe majeur, on va dire, un grand philosophe. Vous écrivez également. Votre père était lui-même un grand érudit. Est-ce qu'on peut dire que finalement, votre père était votre première inspiration ? Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai rencontré cette inspiration paternelle au moment où j'ai choisi la voie de la philosophie. Mon père a j'allais dire une double vie, mais au sens positif de cette expression. Il a vécu sa carrière de fonctionnaire des postes et télécommunications du Sénégal, mais sa vraie vie était la spiritualité musulmane et soufie, Tidjani, qui avait été la sienne, dans laquelle il avait été élevé. Et donc, j'ai toujours connu un homme qui était friand de lecture, friand de spéculation, friand de recherche dans tous les sens, de recherche en philosophie, une curiosité intellectuelle énorme. Et je me rends compte qu'au fond, je n'ai fait que marcher dans ses pas. Vous avez suivi, on va dire, ses pas. C'était votre première inspiration. Votre parcours a commencé par les mathématiques. Donc, un parcours très logique et formel, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes sur le front de plusieurs débats identitaires, l'islam de paix. Il y a des thèmes importants comme l'écologie aussi qui vous tiennent à cœur, sans parler de l'intelligence artificielle. Bref, comment ce virage, j'ai envie de poser cette question, comment ce virage s'est opéré de la logique extrême et puis la logique mathématique au débat philosophique et puis aussi à la quête de sens? Écoutez, le virage, comme on peut l'appeler, a eu lieu autour de mes 17 ans. Jusqu'à mon bachot, jusqu'au baccalauréat, je pensais que je me destinais à une carrière d'ingénieur. Scientifique. J'étais dans les séries scientifiques qui s'appelaient C à l'époque, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle S. Et donc, jusqu'au moment où j'ai formellement rencontré la discipline de la philosophie, je pensais vraiment que j'allais faire des mathématiques pour être un ingénieur. Alors, comment cette rencontre s'est opérée? Puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Rencontre. Oui. Une rencontre vous a fait, en tout cas, changer de trajectoire. Alors, comment cette rencontre s'est opérée? Alors, elle s'est effectuée en douceur et également dans un moment de rupture. La douceur, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai toujours vécu près de mon père, j'étais très proche de mon père, et j'ai toujours un peu lu des ouvrages qui étaient les siens. Je me suis familiarisé avec sa bibliothèque très tôt. J'ai donc lu des ouvrages qu'on pourrait considérer comme des ouvrages de philosophie,
avant même d'être arrivé en classe de philosophie. J'avais lu, par exemple, j'adorais le théâtre de Sartre. Donc, et je trouvais très facilement dans la bibliothèque de mon père des ouvrages de Sartre. Alors, donc ça, c'est la démarche en douceur, si vous voulez. La démarche maintenant qui a eu le sens de la rupture, c'est quand j'ai eu un professeur de philosophie tout à fait extraordinaire. Nous sommes très nombreux dans le monde francophone, vous le savez aussi bien que moi, à avoir eu comme ça ce moment de coup de foudre pour la discipline philosophique telle qu'elle était représentée par un professeur de philosophie. C'est la raison pour laquelle les professeurs de philosophie de la classe terminale sont essentiels dans la vie de tout le monde, y compris, surtout d'ailleurs, ceux qui ne feront pas de la philosophie professionnellement, mais qui auront acquis cette culture qui fait qu'ils seront curieux des choses de la philosophie toute leur vie. Eh bien, dans le cas d'espèce, mon professeur, qui s'appelait Amsata, qui était donc professeur de philosophie au lycée où j'étais, j'ai aimé son enseignement. Et donc, quand je suis allé en France, avec dans la poche deux invitations, l'une à aller à l'INSA de Lyon pour continuer des études d'ingénieur, et l'autre pour aller au lycée Louis-le-Grand en classe préparatoire en Hippocagne, ce qu'on appelle Hippocagne, et pour préparer l'école normale supérieure, j'ai eu un moment d'hésitation qui était un vrai tremblement de terre pour moi, parce qu'on demandait au fond à un gamin de 17 ans de décider de ce qu'il voulait faire de sa vie. Et après moult hésitations, j'ai finalement accepté de rester au lycée Louis-le-Grand, d'être en Hippocagne et donc de continuer dans la voie qui a été la mienne, classe préparatoire, école normale supérieure, agrégation de philosophie, doctorat, etc. Voilà comment s'est passée cette bifurcation des promesses d'une carrière scientifique d'ingénieur à l'inquiétude permanente d'une carrière de philosophe. En tout cas, tout a commencé avec une rencontre, d'où l'importance. Les rencontres font la vie. Justement, de bien s'entourer. Vous avez voyagé de l'école coranique au sommet de l'université française et américaine. Comment ces deux mondes qu'on pourrait souvent opposer, finalement, se rejoignent d'une certaine manière? Alors déjà, quand on est enfant, ça se rejoint d'une manière tout à fait naturelle parce que, en effet, on aménage son temps, les parents aménagent votre temps de telle sorte que vous puissiez le distribuer de manière équilibrée entre l'école coranique où vous allez et l'école qu'on appelle faussement française où vous allez également. Donc, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas des mêmes lettres, déjà, mais on a le sentiment, au fond, que la vie est faite de ces deux aspects qui se conjuguent de manière tout à fait naturelle. J'ai grandi dans le sud du pays, à Ziguinchor, plus particulièrement en Casamance. Et donc, j'allais à l'école coranique, mais j'avais également toujours des précepteurs. Mes parents ont toujours veillé à ce qu'il y ait des précepteurs qui venaient chez nous, là, me suivre de plus près qu'on était suivi dans une école coranique où on était assis avec beaucoup d'autres élèves. Mais le côté social aussi de l'école coranique était important. Et donc, j'ai beaucoup aimé les deux. Aller à l'école française que j'aimais beaucoup, et ensuite aller également réciter les versets coraniques que j'apprenais en grandissant. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que l'environnement joue un rôle d'une certaine manière? Oui, l'environnement joue un rôle important parce que ça avait été... à un âge très jeune. Ça avait été déjà ça, la vie de mon père. En principe, mon père n'aurait pas dû aller à l'école. Son propre père, qui était un imam et qui était un muqaddam, responsable de la Tijaniya, le voyait très bien marcher sur ses propres traces. Mon père a décidé de lui-même, quand il avait déjà un certain âge, au sortir de la première enfance, de s'inscrire à l'école et d'avoir une carrière de fonctionnaire des postes. C'est la raison pour laquelle, au fond, conjuguer les deux, avoir ces deux aspects-là, m'était une chose relativement naturelle
cette démarche dans laquelle j'ai été élevé prolonger, continuer celle qui avait été celle de mon père. À la fois le désir d'école et évidemment l'enracinement dans la spiritualité islamique. Que vous incarnez très bien. Merci. Dans un monde en tout cas... Je m'y emploie. Oui, et on le voit. En tout cas, comme je le disais, dans un monde aujourd'hui, on va dire, en pleine mutation, avec un certain nombre de tensions, notamment géopolitiques, des crispations identitaires qu'on est en train de vivre aujourd'hui au quotidien. Vous défendez, pour revenir à la foi, un islam de lumière. Et vous appelez aussi à ce qu'il y ait cette quête de sens en chacun de nous. Une quête de sens qui vous est venue de manière tout à fait naturelle. Oui, je crois que c'est effectivement tout naturel. Et parler de l'islam des Lumières également est tout à fait naturel. Souvent, quand on utilise cette expression, elle a quelque chose d'un petit peu inacceptable pour certains qui estiment qu'on est en train là de reproduire dans le champ islamique un lexique qui appartient au champ européen. C'est l'Europe qui parle des Lumières, du siècle des Lumières, et qui identifie d'ailleurs les Lumières à une forme de sortie de la religion et non pas d'approfondissement de la religion. Pourtant, il y a beaucoup de lumière dans le Coran. Mais oui, on ne fait que cela, parler de lumière. Le Coran indique que toute la finalité, c'est de sortir l'humain des ténèbres de l'ignorance pour le faire entrer dans les lumières du savoir. Au fond, on peut considérer que toute la définition de la religion en général, de la religion musulmane en particulier, tient à cela, sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. Alors les ténèbres sont de nature très différente, mais de manière générale, ce sont les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de tout ce qui nous retient, qui nous leste, qui nous fait sentir la gravité en quelque sorte, pour entrer dans la lumière de l'esprit, dans la lumière de la spiritualité, dans la lumière des facultés les plus élevées chez nous. Pas les facultés basses qui nous tirent vers le bas, mais les facultés hautes qui nous attirent vers notre finalité, notre destination humaine. Et donc ceci est dans, j'allais dire, l'ADN même de la religion musulmane. Vous avez infiniment de très nombreux versets qui vont dans ce sens-là. Sortir mina dhulumati ila nur, des ténèbres pour aller vers la lumière. Et donc, ce que cela nous invite à comprendre, c'est que les Lumières ne sont pas une période particulière inscrite dans une culture particulière qui serait la culture européenne, mais que les Lumières sont multiples, que les Lumières, ça consiste simplement pour l'humanité, partout où elle se trouve, à découvrir quelle est sa destination, quelle est sa finalité, et à remplir la promesse dont, en tant qu'humains, nous sommes porteurs. Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de faire entendre j'ai envie de dire, cette voix du milieu, du juste milieu? Parce que, vous l'avez dit, nous vivons une époque de grande fragmentation, une époque où, au fond, nous sommes fragmentés, déchirés, divisés par des souverainismes de toute nature. Il semble que ce qui est premier, ça soit véritablement les identités qui sont les nôtres et que l'on conçoit d'une manière fermée. Presque comme si les identités étaient des prisons. On élève des forteresses autour de son identité et on projette cette identité dans le monde et tout le discours que l'on tient, c'est un peu la performance de cette identité. Eh bien, c'est un monde à ce moment-là où les extrémismes fleurissent, où les voix qui sont des voix de la nuance, des voix de la modération ont du mal à se faire entendre. Ce sont des voix qui, en général, ne crient pas. Vous ne criez pas quand vous argumentez. Vous criez quand vous êtes dans la performance. Oui, mais il faut continuer à insister. Il faut que ces voix-là continuent à tenir ferme les valeurs du dialogue, les valeurs du pluralisme, la valeur de l'ouverture à l'autre, comprendre qu'une identité, ce n'est pas une prison, que les identités culturelles sont ouvertes les unes sur les autres et que nous sommes toujours invités à entrer en dialogue.
les uns avec les autres. Et ça passe par le savoir, par les connaissances, par la réflexion, bien évidemment. Absolument. Et pas le fait de se refermer sur soi-même ou l'ignorance qui nous tire vers les ténèbres dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que, j'ai envie de vous poser une question un petit peu personnelle, est-ce que la raison a déjà fait vaciller votre foi? Alors, si vous voulez, dans mon souvenir, je n'ai jamais connu de cette nuit de l'esprit où véritablement on a l'impression de jeter tout ce que l'on tenait pour vrai ou pour précieux par-dessus bord. Les moments de vacillement qui ont été les miens ont tenu à des choses dont, avec le recul, je me rends compte qu'elles n'avaient pas l'importance que je leur ai accordée sur le moment. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de la trajectoire qui a été la mienne. Effectivement, avec le recul, on se dit c'est la trajectoire, la voie royale, classe préparatoire, école normale, etc. Sauf que, par exemple, ces concours très compliqués, très difficiles de l'école normale, en général, dans la plupart des cas, on commence par les rater et ensuite on les réussit. Mais mettez-vous dans la peau d'un gamin de 19 ans, 17 ans plus, l'année d'après 18 ans, qui n'a jamais rien raté de sa vie, qui a toujours été une espèce de premier de classe et qui rencontre les échecs pour la première fois. C'est une sorte de tremblement de terre et c'est plein de c'est et le une mot leçon. que vous employez est fort, tremblement de terre. Mais oui, c'est une leçon que l'on apprend parce qu'on rencontre pour la première fois cette épreuve qu'on rencontre ensuite dans la vie. Dans la vie, il y a toujours inévitablement des différentes formes d'échecs. Les échecs scolaires ne sont pas essentiels de ce point de vue-là. Il y a d'autres types d'échecs, et en particulier l'échec suprême qui est la perte devant la mort des êtres chers. Mais ce genre d'échec à cet âge-là vous fait dire des choses un peu... Après, quand on y réfléchit, on se dit qu'est-ce que c'était absurde de penser comme ça. Mais je me souviens que j'ai pensé, oh, j'ai raté quelque chose alors qu'un tel, qui eux ne sont pas musulmans, l'ont réussi. C'est fou comme raisonnement. Mais dans la tête d'un gamin, au fond, c'est un raisonnement qui se tient. Est-ce que c'est un vacillement? Non. Est-ce que j'ai connu un moment où je me suis dit que je ne croyais pas en Dieu? Non. Est-ce que j'ai connu des périodes où je n'ai pas, dans l'enfance, été le musulman qu'il fallait que je sois, régulier dans ses prières, etc. Oui, et je crois que tout le monde en passe par là, dans des moments où on met en avant des choses autres. La politique, par exemple, l'inscription dans une politique de gauche ou des choses comme ça. Mais je n'ai jamais perdu de vue, au fond, l'appartenance véritable qui était la mienne et la quête véritable qui était la mienne, qui s'inscrivait de part en part dans la religion. Donc on va dire que c'est la foi qui donne raison à votre direction, finalement. Voilà, effectivement. La foi est comme une lumière qui vous guide, qui peut clignoter, mais qui ne s'éteint pas. En tout cas, les moments de doute, ça peut être aussi une force. C'est un moyen de se rapprocher davantage et d'aller vers cette quête de sens. Avec plus de profondeur, j'ai envie de dire. Tout à fait. Parce que même devant des choses aussi inacceptables que la mort d'être cher, la foi vous enseigne à quand même rendre grâce. Et vous savez qu'effectivement, dans l'islam, quand on a des événements heureux, on dit Alhamdulillah, et quand les événements sont plutôt malheureux, on dit Alhamdulillah ala kulli hal. En tout cas, pour vous, philosopher, c'est traduire. Est-ce que la paix mondiale est au fond un immense chantier de traduction? Je suis heureux que vous posiez la question comme cela parce qu'en effet, vous donnez au mot de traduction toute sa signification. La traduction, ce n'est pas simplement le geste technique de faire passer d'une langue à une autre une signification. Évidemment, ça c'est le sens premier de la traduction. Mais il faut comprendre la traduction d'abord et avant tout comme un geste éthique d'aller vers une autre culture, de s'ouvrir à cette autre culture et de lui donner hospitalité dans la sienne de culture. J'ai écrit un livre sur la traduction
dont le titre est « De langue à langue », donc cette relation entre les langues, et avec pour sous-titre « L'hospitalité de la traduction ». Je considère en effet que le geste de traduire est un geste d'hospitalité. Et donc, en effet, la traduction, c'est un autre nom de la paix, parce que l'effort de comprendre l'autre est le contraire même de l'hostilité que l'on peut avoir pour l'autre. Hospitalité, c'est ce qui se joue contre l'hostilité. Et ici, je suis en train de jouer sur les mots parce que c'est le même mot. En latin, les philosophes l'ont remarqué, c'est le même mot d'origine qui est à la fois l'hôte et l'ennemi. Donc, hospitalité et hostilité ont une origine commune sur le plan philologique, ce qui est tout à fait intéressant philosophiquement. En tout cas, traduire, c'est une alternative à la guerre aujourd'hui. Exactement. Traduisez et ne faites pas la guerre. Comme on disait, faites l'amour, pas la guerre. Eh bien, procédez à des traductions, pas à la guerre. En tout cas, puisque vous venez d'aborder votre livre sur la traduction, il y a 2 autres livres qui ont été publiés en 2025. Donc, Universalier et Les Universels du Louvre. Donc, 2 livres qui se rejoignent. Oui. Parlez-nous de ces 2 derniers écrits. Alors, ils sont dans le prolongement l'un de l'autre. Mon travail a toujours tourné autour de la notion d'universel. Si vous voulez, contre la fragmentation aujourd'hui, il faut revenir à la valeur de l'universalité. L'universel, c'est ce qui nous réunit. Évidemment, il ne s'agit pas de l'universel colonial, de l'universel impérial, tel qu'on pouvait l'associer à la notion de mission civilisatrice. Il s'agit d'un universel tel que les cultures humaines, toutes les cultures humaines, dans une équivalence totale. Et toutes les langues humaines vont contribuer ensemble à le produire. J'appelle cela, suivant le philosophe Maurice Merleau-Ponty, un universel latéral. C'est au fond l'universel du multilatéralisme, de la rencontre dans un multilatéralisme des cultures et des langues du monde. Eh bien, en effet, cet universel-là, il faut y tenir, et c'est ce que je dis dans mon livre avec le titre « Universaliser ». Et vous aurez remarqué que j'ai pris un verbe et pas un substantif, justement pour montrer que universaliser, c'est une activité, c'est une pratique, c'est une action. Il y a une action, une pratique commune d'universalisation et non pas l'imposition par une culture d'un universel. Et dans le prolongement de ce livre, il m'a été demandé par l'administration du Louvre, la présidente directrice Laurence Descartes, que je remercie pour sa confiance, d'occuper la chaire du Louvre en 2024. Et ça consistait à donner 5 grandes conférences au Louvre. J'ai fait les 5 grandes conférences et la règle du jeu, c'est qu'ensuite on transforme ces 5 conférences en un livre. Et ce livre, c'est Les Universels du Louvre. Et je mets ce que je dis philosophiquement sur universaliser à l'épreuve plus pratique de la rencontre dans un musée comme le Louvre d'objets, d'œuvres venus des différentes cultures. Parce que, comme vous le savez, le Louvre aujourd'hui accueille une aile spéciale qui s'appelle la Galerie des 5 continents, où vous avez des œuvres des 5 continents, pas seulement les œuvres classiques de l'Europe, mais également des œuvres africaines, océaniennes, amérindiennes, donc de l'Amérique précolombienne et du Pacifique aussi. On va se recentrer sur notre continent, l'Afrique. Oui. Une Afrique que vous définissez comme un continent de concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Écoutez, il fallait pour moi insister sur une chose, c'est que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, c'est également une sorte de création continue d'humanité. C'est une terre d'humanisation permanente de l'humain. Et il me semblait que c'était important d'insister sur cet aspect des choses. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut que l'Afrique comprenne toujours que son histoire, c'est celle-là, et qu'il lui faut toujours s'égaler à cette histoire qui a été la sienne, à cette mission, au fond, que notre continent remplit dans le monde, qui est de toujours proposer des formes d'humanisme qui éduquent l'humanité
à sa propre humanité. Pour finir, on va se concentrer sur vos derniers travaux concernant l'intelligence artificielle et le futur de l'humanité. Quel risque aujourd'hui, selon vous, quand on parle justement du développement de la technologie, cette accélération qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que le risque finalement, c'est que les machines finissent par penser comme l'homme, ou plutôt que l'homme finisse malheureusement par devenir une machine et adopter un langage binaire constitué de deux chiffres 0 et 1? Il est déjà établi que cette intelligence artificielle peut nous remplacer dans des tâches que l'on croyait être des tâches facilement mécanisables, mais elle peut aussi nous remplacer dans des tâches qui, en principe, n'étaient pas mécanisables. Les tâches intellectuelles qui sont les nôtres, mais même les tâches, la créativité qui est la nôtre. Mais est-ce qu'elle ne contribue pas à l'éteindre, cette créativité, puis à ce développement de compétences, finalement, en facilitant tellement le travail, en se substituant à l'homme? Est-ce que l'homme fera l'effort nécessaire pour se développer tel que cela a été fait durant ces dernières années? Voilà une technologie qui peut en principe effectivement nous conduire vers la paresse et la démission, puisqu'on demandera à l'intelligence artificielle de faire à notre place. Ça, ce sont les élèves qui trichent avec l'intelligence artificielle qui pensent ainsi. Ou bien nous régulons, nous contrôlons, et nous en faisons un outil qui peut peut-être accélérer ce que nous faisons, mais pas se substituer à ce que nous faisons. Et là, ce sont peut-être les meilleurs élèves qui, eux, savent utiliser l'intelligence artificielle. Donc, là, dans la relation que les meilleurs élèves et les pires élèves ont à l'intelligence artificielle, je crois que nous pouvons lire les deux directions possibles dans lesquelles cette nouvelle technologie peut nous engager. Merci à vous, Souleymane Bachir Diane. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans Rencontre. Merci infiniment de votre hospitalité. C'était un plaisir. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.